de Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs sur la RBS 91.9. Donc vous écoutez le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des résidents étrangers de Strasbourg et d'ailleurs. Alors Eric, de quoi va-t-on parler tout de suite ? Eh bien aujourd'hui ça va être un peu une émission un peu particulière puisque nous allons faire une émission, nous allons aborder plusieurs petits sujets, une émission chronique en fait. Mais avant ça je crois qu'on va aborder un sujet d'actualité. Oui, en effet. Donc, il s'agit de l'incident qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande, à Christchurch. Donc, on a avec nous donc Pierre Graib et Abdelkarim Ramdani. Donc, ils vont nous en parler. Vous avez la parole. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Merci. Merci de nous avoir invités pour parler de cette question-là. On a toutes et tous été surpris ce matin, vendredi matin, face à nos téléviseurs quand on a vu l'horreur et l'acte terroriste de ce terroriste islamophobe qui a attaqué la mosquée deux mosquées à Christchurch. Ça fait une certaine résonance en nous ici à Strasbourg, puisque quelques temps auparavant on a été aussi victime d'un attentat et on sait dans quel état ça peut mettre une ville, comment ça peut mettre ses habitants dans une forme de traumatisme et surtout dans un endroit comme la Nouvelle-Zélande qui était quand même un petit havre de paix qui a été perturbé par cet individu-là. D'accord. Pierre ? Oui, et je crois qu'il fallait marquer le coup aussi sur la place publique parce que je crois que la première ministre de Nouvelle-Zélande a eu une parole extraordinaire quand elle a dit, et dans l'urgence, elle a eu cette parole très forte, ils et elles sont nous, c'est-à-dire que il y a, et je dirais à 20 000 kilomètres d'ici, cette parole nous parle, et la doctrine dont se réclame ce tueur, c'est une doctrine qui a déjà fait des ravages, qui continue à en faire, pas toujours sur les mêmes victimes, mais c'est cette parole et cette idéologie qui consiste à penser qu'au nom d'un groupe pur, alors que ce soit la race blanche, que ce soit une religion, que ce soit une ligne politique, que ce soit au nom de la pureté, on a effectivement dans l'histoire commis énormément de saloperies et ça continue. Et je crois que là, la première ministre de Nouvelle-Zélande a eu une parole très forte qu'on peut faire nôtre. D'accord. Et à Strasbourg, donc vous vous êtes mobilisé de manière, fortuite, ou il y a eu une structure en fait qui a porté l'organisation de la mobilisation qui a eu lieu aujourd'hui? En fait, l'organisation de la mobilisation qui a eu aujourd'hui, c'est à travers le collectif On ne lâche rien, qui a été créé suite aux attentats de Charlie Hebdo et qui, depuis, organise à chaque fois qu'il y a un événement marquant et ces terribles événements que sont les actes terroristes, qu'ils soient ici en France ou ailleurs dans le monde, mais qui nous touchent profondément, organiser des moments de recueillement et surtout des moments où on peut porter une parole et surtout un espace où on peut essayer de se rencontrer, de construire des contre-offensives face à ce mal qui ronge notre société. Mais aujourd'hui, on avait plusieurs associations qui étaient signatrices, dont pas mal qui sont à des niveaux nationaux, mais aussi des associations locales qui étaient présentes et qui ont porté avec nous cette volonté de se mobiliser. D'accord. Pierre, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je crois que il y a toujours au départ une association. En l'occurrence, c'est l'ASTU qui a pris l'initiative.
à plusieurs reprises déjà, mais en invitant évidemment tous ceux qui se sentent solidaires de cette parole de venir participer et soit d'y prendre la parole, soit d'être présent pour marquer le coup. Je dirais symboliquement, il y a aussi eu un moment intéressant cet après-midi parce que juste avant nous, place Kléber, il y avait un rassemblement d'Algériens et d'Algériennes, pour une bonne part jeunes, d'autres moins jeunes, qui étaient là. Et ce qui est en train de se passer en Algérie, on ne sait pas quelles en seront les suites, mais c'est un mouvement qui se veut non violent, qui se veut une protestation pour la liberté, contre une forme d'oppression et de confiscation du pouvoir et pour la démocratie. Et je crois que le symbole de passer de l'une qui est en train d'essayer de conquérir et des libertés, plus de démocratie, et puis ce respect aux victimes d'un attentat qui se faisait suite, je crois que ça avait du sens. D'accord. Clairement. Moi, j'avais une question parce que j'étais un peu en dehors des réseaux sociaux ces derniers temps. Et c'est vrai que vendredi ou samedi, je sais plus exactement quand, j'ai vu passer une information et j'ai entendu dire que cet acte, ce massacre n'a pas été qualifié en tant qu'acte terroriste. Nous, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, et notamment de la première ministre néo-zélandaise, elle l'a qualifié elle-même d'un acte de terrorisme. Donc, c'est vrai que ça fait débat chez certains, parce que la personne, quand on a tendance à dire en France que quand une personne n'est pas racisée ou qui n'est pas de confession musulmane ou qui se revendique appartenant à l'islam, on ne pourrait pas l'appeler terroriste. Or là, l'acte était là pour terroriser, pour assassiner un maximum de personnes, faire peur. Et on l'a vu le vendredi. Moi, j'étais à la mosquée le vendredi et les gens avaient peur. Beaucoup ont remarqué qu'il n'y avait pas de sécurité à l'entrée il n'y avait pas de militaires à l'entrée des mosquées. Il y avait des agents de sécurité, il y en avait 2. Mais voilà, c'était pas les forces sentinelles comme on a pu avoir quand il y avait des événements très récemment à Strasbourg. Et donc là, ça a beaucoup interrogé les personnes. Et ils espèrent qu'à un moment donné, ils vont pouvoir... tout ça va pouvoir s'arrêter, parce qu'on voit que ces discours de haine qui ont poussé ce monsieur à passer à l'acte, il s'en est nourri ici, notamment en France. Et comment nous, on va prendre conscience collectivement que si on ne prend pas en compte et qu'on ne se met pas en barrage face à ces personnes-là, on risque d'en avoir d'autres. Et je pense qu'il y en aura d'autres, malheureusement, et ça me fait peur. Parce que je me dis que là, il y a un verrou qui a sauté. Et demain, n'importe qui va pouvoir se dire « Oui, moi je me reconnais là-dedans », comme lui s'est reconnu dans Andreas Breivik, dans la tuerie norvégienne ou suédoise. Qui a tué les jeunes socialistes. Oui, sur leur île, et il s'en est revendiqué. Donc je me dis demain, n'importe qui aura adhéré à ces causes, qu'on entend un peu partout, qui ont pignon sur rue, qu'on invite dans des plateaux, des intellectuels français, qui sont invités et qui essentialisent la société française en la résumant à une certaine identité fantasmée qu'ils ont. Mais je pense que voilà, si nous, toutes et tous français, dans notre diversité, qu'on soit orinois, barinois, alsaciens ou que sais-je, avec des racines qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, si on ne se mobilise pas et on ne se met pas en travers de ces gens-là, ils gagneront. Et donc c'est aussi un des messages qu'on souhaitait porter lors de ce rassemblement, c'est qu'on est là, on ne lâche pas, on n'a pas peur d'eux, on va continuer à se battre et il va falloir que chacun y mette du sien. C'est un peu la philosophie du colibri. Donc chacun, avec ses moyens, se met en mouvement pour pouvoir, à un moment donné, participer, stopper quand il voit un geste, un discours qui est raciste, antisémite, islamophobe. Ça se passe à tous les niveaux, sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans les magasins, on le voit partout, la parole raciste est
racistes, antisémites et islamophobes se libèrent. On le constate malheureusement. Et donc c'est à nous toutes et tous qui sommes sensibles à ça et qui refusons ça, de nous mobiliser et de faire barrage à tout ça. D'accord. Merci pour ce fort message. Pierre, tu as un message à passer? Non, je crois que... D'accord. Tu partages son message? Je partage. D'accord. J'ai juste pour moi, c'est plus une affirmation, mais je la poserai sous forme de question. Est-ce qu'on peut dire que, quelles que soient nos racines, on est tous strasbourgeois? Mais bien sûr. Eric, j'en suis l'exemple même. Je suis orinois d'origine. Mes parents sont venus du Maroc. Je suis orinois. Je suis né à Colmar et je suis élu strasbourgeois. Donc, je suis barinois par adoption. Donc, on peut pas faire plus strasbourgeois que moi, je pense. Parce que quand on rentre dans cette ville, on l'a comme notre camarade Allah. Enfin, je veux dire, ça fait partie de nous. Une fois qu'on est dans cette ville, il y a ce rayonnement et cette bienveillance qui règne et cette interculturalité qu'on défend, Pierre et moi, à l'Astu, et qui fait que Strasbourg, c'est nous et c'est nous toutes et tous dans notre diversité. Et moi qui suis né à Strasbourg, j'ai jamais eu de problème d'accueillir Abdel ou Nabou ou Eric. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous et pour ces messages véhiculés. Merci. Et puis, on compte sur chacun et chacune d'entre vous pour être mobilisés et ne pas laisser faire ce type de choses. Tout simplement. Oui, agir au moment où on voit les choses, quoi. Oui. Exactement. Allez, si on agit tous au moment où on voit les choses, je pense que le monde sera plus beau. Et ça va être un peu... du coup, on va peut-être en pause musicale. Je propose d'écouter la chanson de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, vous êtes toujours encore sur RBS 91.9 pour votre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Alors avant de donner la parole à Déborah, qui nous a rejoint dans le studio, je vous rappelle que nous avons une page Facebook. N'oubliez pas de laisser un petit like, de venir nous voir, nous rendre visite et puis donner vos avis sur l'émission, les sujets que vous aimeriez bien entendre et puis les questions que vous aimeriez bien nous poser. Voilà, la parole est à Nabou. Alors, on va vous faire une présentation en binôme donc d'un livre, mon roman Coup de cœur. Donc, il s'agit de Une seule longue lettre de Mariama Ba, donc qui était une auteure sénégalaise, professeure, mère de famille de 9 enfants, mariée et divorcée. Donc, elle a toujours lutté pour la cause des femmes, pour leur droit à l'éducation et à l'égalité. Elle a également lutté contre la polygamie et le système des castes, donc qui est un système présent dans nos traditions chez nous. Et avec une si longue lettre, elle écrit un bon livre qui présente la condition de la femme au Sénégal. Et à travers les personnages des deux femmes différentes, donc Ramatoulaye et Aïssatou, différentes l'une et l'autre, mais toutes les deux d'une grande dignité. Et là, donc, Déborah va lire un extrait d'une lettre que Aïssatou avait écrite à son mari quand elle a su qu'il avait épousé une deuxième femme. Déborah. Merci Nabou. Mado. Les princes dominent leurs sentiments pour honorer leurs devoirs. Les autres courbent leur nuque et acceptent en silence un sort qui les brime. Voilà schématiquement le règlement intérieur de notre société avec ses clivages insensés. Je ne m'y soumettrai point. Au bonheur qui fut nôtre, je ne peux substituer celui que tu me proposes aujourd'hui. Tu veux dissocier l'amour tout court et l'amour physique. Je te rétorque que la communion charnelle ne peut être sans l'acceptation du cœur, si minime soit-elle. Si tu peux procréer sans aimer, rien que pour assouvir l'orgueil d'une mère déclinante, je te trouve vile. Dès lors, tu dégringoles de l'échelon supérieur, de la respectabilité où je t'ai toujours hissé. Ton raisonnement qui scinde est inadmissible, d'un côté. Moi, ta vie, ton amour, ton choix, de l'autre. La petite Nabou a supporté par devoir. C'est pas moi. Mado, l'homme est un grandeur et l'homme est un grandeur et animalité confondue. Aucun geste de sa part n'est pur idéal, aucun geste de sa part n'est de pure bestialité. Je me dépouille de ton amour, de ton nom, vêtu du seul habit valable de la dignité, je poursuis ma route. Adieu, Aïssatou. Merci Déborah. Eric.
Eh ben, moi j'ai une petite chronique à vous proposer sur savoir qu'est-ce que c'est que manger. Alors, quand on parle de manger, on peut dire qu'on casse la croûte, qu'on casse la graine, qu'on déjeune, qu'on dîne, qu'on soupe, que c'est une collation autour d'un brunch. Enfin, pardon, il faut le dire avec un accent frais. C'est une collation autour d'un brunch. Voilà. Mais un repas prend une toute autre dimension quand il s'agit de festoyer et d'observer nos compagnons de table. Il y a celles ou ceux qui festoient, ceux qui se goinfrent, qui gueuletonnent ou s'empiffrent. Il y a aussi les convives qui dégustent, qui se régalent, ceux qui sont raisonnables. Les raisonnables qui se contentent de goûter, de picorer ou de grappiller des bouts de plat pour décorer son assiette. D'autres encore ne sont là que pour s'alimenter et poser la règle de calcul à côté de la fourchette. On voit bien dans cette liste, qui est loin d'être bouclée, que le mot manger couvre des réalités différentes selon nos cultures, notre éducation, et sans doute, il n'y a pas deux personnes qui abordent le fait de se mettre à table de la même manière, ni avec les mêmes a priori. Sauf peut-être s'il faut manger avec Depardieu, ce qui doit être une expérience assez angoissante pour tout le monde. Mais alors, qu'est-ce que c'est que manger ? C'est une question qui mérite d'être un peu étudiée, ne serait-ce que pour alimenter notre faim de savoir. Alors, manger, avant tout, c'est se sustenter. Alors, en étant tout à fait primaire, manger, c'est vital. C'est un élément de survie, un rappel constant de notre corps à apaiser. De notre corps qui doit apaiser sa faim. À amadouer avant de faire quoi que ce soit d'autre de notre journée. Il n'y a pas de créature vivante qui ne se sustente afin de, à minima, croître et se multiplier. Et plus on a affaire à des organismes sophistiqués, plus les activités annexes, autre que l'alimentation, se montre subtile et intelligente et organisée. Même si, je l'avoue, je me suis toujours demandé ce que peut faire une vache en dehors de brouter et de ruminer. Alors manger, c'est aussi s'alimenter. Alors après la sustentation, l'alimentation, quelle différence ? Eh bien, chercher ces aliments, c'est surtout ingurgiter les éléments les plus adaptés à notre mode de consommation. Les herbivores, les granivores, les omnivores, les carnivores, et donc les plus appropriés à notre façon de vivre. Une part tout aussi vitale de l'alimentation qui est celle de la bonne santé. Alors c'est une vision un peu plus globale de la santé qui dépasse le simple problème des soins aux malades pour poser celui de se défendre contre les agressions extérieures et préserver les équilibres intérieurs. Bref, ne pas tomber malade en ayant une vie saine. Tout en nous permettant de mener les activités que l'on souhaite mener. On voit donc que manger, c'est une nécessité organique à tout point de vue. Alors manger, c'est aussi accéder à la nourriture. Depuis l'apparition de l'Homo sapiens, les populations ont trouvé leur subsistance dans la chasse et la cueillette. Enfin, l'essentiel du temps. Mais si l'agriculture n'est apparue que depuis un très court temps de l'existence de notre espèce, elle est devenue le modèle dominant d'accès à la nourriture et la chasse et la cueillette n'interviennent plus que de manière épisodique. C'est dans notre alimentation, donc, manger, c'est produire de la nourriture. Derrière cette simple affirmation se développent des myriades de modèles de production, de distribution et de réception qui sont des modèles politiques et économiques différents. Ce qui pose la question des enjeux, en regard de celle des contraintes que l'on rencontre lorsqu'il s'agit de remplir son garde-manger. Faut-il faire son marché, franchir les portes de la grande distribution, en se demandant comment on va acheter, est-ce qu'on va acheter une marque, est-ce qu'on va acheter au prix, est-ce qu'on va acheter en vrac, emballé, enfin bref. Est-ce qu'on va aller dans des magasins bio, des producteurs locaux, avoir son propre jardin, sa propre basse-cour? S'interroger de cette manière est loin d'être anodin. C'est aussi se demander quel modèle économique on soutient, quel modèle alternatif on développe. Du moment où nous sommes nombreux et nombreuses à faire les mêmes choix, cela devient une question de société. Et c'est aussi bien envisageable au niveau local qu'au niveau mondial. Alors après avoir balayé tout le spectre du corps au monde, il nous faut aussi réfléchir les questions intermédiaires. Alors manger, c'est cuisiner. Quel type d'activité c'est cuisiner ? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes pour défendre que la cuisine est un art, voire une science ? Il est indéniable que le métier de cuisinier est un métier de rigueur. La mesure des quantités, au respect des recettes, des gestes techniques, notamment pour respecter les qualités gustatives, de texture et visuelle d'un plat et d'une assiette. C'est pas anodin de constater que l'on nomme une équipe au travail dans une cuisine une brigade. Comme à l'armée. Une rigueur nécessaire pour ce qui est de la qualité des plats, du déroulement du service, une rigueur tout aussi nécessaire quand on parle de restauration collective, quand les questions de réglementation, de quantité, de qualité et de moyens se percutent de front. Une rigueur que l'on retrouve chez les personnes qui continuent de cuisiner à la maison, qui malheureusement s'impose plus aux femmes dans les foyers,
et ce qui représente une part non négligeable du travail non salarié qui s'impose encore aux femmes dans notre société. Cuisiner, c'est aussi l'objet de nombreux ateliers, de nombreuses animations, tant avec des enfants qu'avec des adultes. C'est surtout une formidable entrée à une véritable culture culinaire. C'est aussi une base solide à la construction d'une culture universelle. Car en effet, dans les cuisines traditionnelles, les ingrédients ne sont pas choisis par hasard. Ils ont leur impact visuel, gustatif, affectif. Ils sont des identificateurs sociaux et ils ont même une histoire. Comme Parmentier, par exemple. Est-ce que vous savez comment Parmentier a fait pour accepter la pomme de terre à ses contemporains en France? Parce que la pomme de terre, c'est un produit qui est découvert aux Amériques. Non. Il y a une espèce de légende qui court comme que Parmentier, quand il avait le premier champ de pommes de terre qu'il avait planté, pour aiguiser la curiosité de ses contemporains, il avait mis des soldats armés autour pour garder son champ. Et du coup, tout le monde s'est vraiment demandé qu'est-ce que c'est que ce truc. Et quand il a commencé à commercialiser la pomme de terre, les gens étaient tellement curieux qu'il a vendu toute sa production d'un seul coup. Après, est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est la vérité? On n'en sait rien. Si c'est vrai, en tout cas, son coup, il a bien marché. Voilà. Après, oui, la pomme de terre, ça a aussi cet avantage-là d'être un légume. Enfin, oui, c'est pas un légume, c'est un féculent. Oui, ouais. C'est un féculent, mais avec lequel on peut faire plein de choses, de la purée, des frites. Enfin, c'est la folie, les pommes de terre. Alors, voilà, pour la pomme de terre. Ou alors, on peut aussi parler du retour des topinambours. Ça se dit pas comme ça. Il va y aller. Des topinambours et des rutabagas dans les paniers au moment où ils sont de moins en moins liés à des souvenirs de privation. Parce que ma grand-mère, par exemple, on peut pas lui faire manger des topinambours et des rutabagas. Ça lui fait penser à la Deuxième Guerre mondiale où ils mangeaient plus que ça, quoi. Voilà. Alors, manger, c'est sortir au restaurant. Alors, une sortie de restaurant, c'est pas un acte anodin non plus. Les raisons de cette sortie sont nombreuses. Alors, pour fêter un événement familial, professionnel, pour lisser les tensions dans le cadre de relations de travail, des relations diplomatiques, politiques ou personnelles. Les invitations amicales, il y a les invitations de séduction, aussi comme une façon de reconnaître une aide qui a été essentielle. C'est aussi les sorties festives entre amis et amis pour faire bonne chère. Pour permettre à chacun de faire connaissance dans un groupe qui vient de se former. C'est aussi une occasion de montrer publiquement son raffinement, ses goûts, sa culture et recevoir celle de l'autre. Alors, manger, c'est se mettre à table. Cuisine ou salle à manger, jour de semaine ou week-end, plat unique ou cuisine adaptée au régime de chacun et de chacune, sont des questions qui se posent bien en amont de s'installer. Et ce sont souvent les habitudes qui y répondent. Non, la question première qui se pose au moment de savoir, c'est qui va parler et de quoi on va parler. Parce que se mettre à table, c'est avant tout un acte social qui permet de parler de la journée passée ou de celle qui arrive, de parler de soi, de socialiser et de partager avec son entourage, sa famille, ses amis et ses amis. Alors manger, c'est aussi respecter un certain nombre de rituels, comme par exemple mettre la table, la place des couverts, des convives, quelle boisson, couvre-chef ou pas, la serviette en cravate ou sur les genoux, bref, tous ces petits riens qui ont l'air de peu, mais qui sont des éléments essentiels pour se sentir bien installé, bien accueilli. En plus de ces rituels sociaux, viennent les rituels religieux, qui selon les cultes vont gérer l'origine des aliments, les conditions de mise à disposition et souvent la teneur des plats. Alors, manger, du coup, c'est quelque chose de très très complexe parce que nous sommes entièrement impliqués dans cette action, une activité. Notre corps, nos convictions, nos envies, nos besoins sont disposés autour d'une assiette qui est censée, de son côté, dispenser une alimentation équilibrée. Une cuisine digeste et un plat qui fait le plaisir. Un repas qui permet de partager. Alors de plus, nos choix de consommateurs ont un impact réel sur notre société, sur notre économie et peut influencer les décisions politiques. Il est donc essentiel que les acteurs de l'éducation populaire et de l'éducation tout court se saisissent de ces questions d'une part, pour encourager la transformation de la société, mais aussi pour apporter au temps des repas une réelle réflexion de pédagogie et de qu'est-ce qu'on va faire de ce repas. Voilà. Merci beaucoup Eric. Donc manger c'est sacré. Ah, manger c'est important. Manger c'est pas juste manger en fait. C'est un peu le problème. Mais la façon de manger diverge en fait en fonction des cultures. Oui. Par exemple en Afrique on se met pas à table. Bon, en tout cas au Sénégal on se met pas à table. Donc on se met autour d'une natte avec des bancs ou des chaises, mais on se met pas autour de la table culturellement. Après avec la modernité ça change, ça évolue, mais est-ce que c'est au Sénégal aussi on mange tous dans le même plat? Oui, voilà. C'est un grand plat et puis avec des cuillères ou à la main.
Et ça a plus de goût. Hein. Oui. Et au Cameroun, ça se passe comment, Ingrid? Ouais, ça dépend des régions. Dans la région du Nord, ouais, c'est aussi sur une natte. Et parfois avec les cuillères, parfois avec les mains. Ça dépend de quoi. Ouais. Et voilà. C'est trop bon. Et c'est mieux, ça passe mieux comme ça en fait, parce qu'on a l'impression qu'on est plus en communion, on partage beaucoup de choses, on parle ensemble et voilà. Est-ce que au Sénégal ou au Cameroun, est-ce qu'il y a aussi des ordres, un espèce d'ordre de préséance, la personne, enfin je sais pas, les premiers qui peuvent mettre la main au plat ou des choses comme ça? Alors au Sénégal, non en fait. Dès que l'assiette est mise sur la natte en fait, tout le monde met la main en même temps. Mais les jeunes, les plus jeunes en fait, ou les enfants n'ont pas le droit de mettre la main là-dedans avant les aînés en fait. Et puis pareil, quand on met les légumes au milieu du plat, donc les petits n'ont pas le droit d'y aller en premier en fait. On respecte le droit d'aînesse. D'accord. Bah ouais, chez nous, je sais pas. Hein. Parce que dès que c'est posé, je pense que moi, je suis toujours là à commencer. Mais par contre, je sais que les plus jeunes n'ont pas le droit de se lever avant les aînés. Tout le monde reste à table. Vous restez tous, vous attendez. Et puis on parle pas autour du plat. Donc, quand on mange, la bouche qui parle ne mange pas. C'est ce qu'on dit chez nous. Donc on n'a pas le droit de parler, surtout les enfants. Ah oui, d'accord. Un peu le côté calme du repas. Voilà. Ça, c'est tout un rituel en fait. Ah du coup, ouais. J'avais demandé, ça se passe comment du coup le rituel? Bah en fait, chez les musulmans, bah tu dis Bismillah quand tu commences, et puis il y a une prière pour bénir le repas qu'on dit. Donc ça, je pense que c'est pareil chez tous les musulmans. Et puis, on garde le calme autour du repas, on respecte ce qu'on mange. Et puis, on n'a pas le droit d'en jeter tout autour parce qu'il y en a qui en mettent un peu partout. Donc ça, c'est pas respectueux. Et quand on est enfant, on n'a pas le droit de dire « j'aime pas ça ». Donc si tu le dis, bah malheur à toi parce que tu vas tout manger. Tu es obligé de tout aimer en fait. D'accord. Bah, moi, franchement, je sais pas, parce que après, comme elle a dit, on est obligé de tout aimer parce que moi, je sais qu'il y avait des choses que je n'aimais pas, mais je mangeais. C'est ça. Tu manges et quand tu vas grandir, tu vas choisir. Pour le moment, tu manges tout. Ouais, t'as pas le choix. Ouais. D'accord. Voilà. Ok, moi je vous propose une petite pause musicale. Après avoir parlé de repas, moi je vous propose une petite tasse de café. Ouais. C'est là une chanson du groupe Skip the Use qui s'appelle Cup of Coffee. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur de Strasbourg et d'ailleurs l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Alors tout de suite une chronique que Eric et Déborah nous proposent. Eric. Oui, c'est une chronique qui se pose la question de quand on fait quelque chose, quand on fait une connerie, est-ce que c'est forcément une bêtise qui mérite qu'on la punisse? Voilà. Dis, c'est quoi une bêtise? Quand on parle de sanctions ou de punitions, on fait souvent de grands discours en se demandant quels sont les impacts éducatifs, les acquis, intérêts que doit produire la sanction. Bref, des questions qui portent sur les conséquences. On a même tendance à distinguer les sanctions comme étant une réponse proportionnée à l'acte et avec un effet réparateur des punitions, qui sont des systèmes de châtiment et de privation sans lien avec l'acte qui a pour but de corriger une personne qui voudra éviter de se retrouver à nouveau punie. On oublie un peu trop souvent les causes qui mènent à la punition. Elles sont de 4 ordres. Il y a le crime, le délit, l'infraction, l'incivilité et la bêtise. Les 3 premiers de ces points regardent essentiellement la loi. Nous laisserons Beccaria en parler plus loin. L'incivilité est un manquement aux règles de politesse. La plupart du temps, ces manquements sont corrigés par des répétitions. Au pire, des paroles grognées, une mise au point jusqu'à ce que cela soit acquis ou qu'on ait pris position contre un système de règles non écrites qui vise à la soumission populaire. Nous allons nous intéresser ici à la bêtise parce que nous rencontrerons le plus long de notre vie et que pour ma part, ce sont mes bêtises qui m'ont valu le plus de bim, baf, plop, whiz. Alors dis-moi, c'est quoi une bêtise? On pourrait commencer par l'étymologie du mot, mais je vois mal le rapport entre un ballon qui brise une vitre et les bêtes qui survivent dans la nature. Et bien souvent, une bêtise, ce n'est pas si bête. D'autant plus qu'il y a tellement d'actes qui sont qualifiés de bêtises qu'en faire le tour
prendrait un temps considérable. Autant partir de situations concrètes et voir de quoi il s'agit vraiment. En colonie de vacances, au petit déjeuner, un enfant casse son bol, encore plein de lait. Bon, on lui demandera au moins de ramasser les morceaux, avec pelle et balayette peut-être, d'éponger le lait avec une serpillière. Mais qu'en est-il de l'acte ? Plusieurs situations possibles. Soit l'enfant, en ramenant son bol à table, a fait tomber l'objet et son contenu, c'était trop chaud, ça m'a glissé des doigts. Soit il n'a pas fait attention et le bol est tombé dans un mouvement maladroit. Ou bien l'enfant jouait avec le bol en le tournant sur lui-même et il est tombé. Ou encore il a cassé son bol pour faire réagir les personnes qui l'entourent. Il se peut aussi que dans un mouvement de colère mal contrôlé suite à une provocation, il ait jeté le bol. On peut imaginer que par pure malveillance, il ait poussé son bol vers le bord de la table, mais il faudrait dès ce moment dire qu'il est des êtres naturellement malfaisants. Ou enfin, dans un pur esprit scientifique, il a fait tomber son bol pour analyser les conséquences, les forces en œuvre, etc. Plus crédible que la précédente, cette situation reste néanmoins peu fréquente, encore que la curiosité peut nous mener à prendre des décisions étranges, comme organiser un chemin de randonnée en fonction des fourmilières qui bordent le chemin. Seulement pour que cet acte soit qualifié de l'acte et l'intention ne suffisent pas, il y a aussi le regard des autres qui entre en ligne de compte, celui des adultes mais aussi des autres enfants. Ce regard varie selon de nombreux critères, à commencer par l'humeur de la personne qui voit l'acte, fatigue, énervement, sentiment éprouvé à l'égard de l'enfant qui fait choir le récipient de porcelaine. On sera moins enclin à la tempérance face à un enfant maladroit, encore moins face à l'enfant agité ou coutumier d'actes de provocation. Du coup, le jugement est plus sévère, il devra nettoyer et va prendre une soufflante en prime si ce n'est pas une privation de petit déjeuner, en espérant que cette fois il aura bien compris que ce sera la dernière. Pourtant, on ne s'est vraiment posé la question de ce qu'on doit faire pour éviter que cela ne se reproduise. Est-ce que l'enfant est un problème de dyspraxie ou alors est-ce qu'il s'agit de lui permettre de travailler sa motricité dans un environnement bienveillant ? L'enfant est agité, qu'est-ce qui en est la cause ? Angoisse, mal-être ou simplement envie de tout faire de ce qui sera proposé la journée. Du coup, il passe sa journée à courir pour ne rien rater. Dans ce cas, il s'agit de bien identifier le problème vécu par l'enfant et apporter une réponse adaptée en recueillant son avis. Un enfant provocateur, mais qu'est-ce qu'il provoque ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il cherche à provoquer ? J'ai beaucoup travaillé avec des enfants et des ados et j'ai du mal à croire qu'ils peuvent être naturellement mauvais, pénibles des fois. Ici encore, il s'agit de prendre du temps pour identifier le problème et trouver une solution avec lui. Alors oui, on se retrouve souvent dans des situations où on a beaucoup d'enfants à gérer et peu de temps pour agir et prendre une décision, alors on fait ce dont on a l'habitude et comme on peut. Ce qui n'empêche pas de réfléchir ce qui a été fait et corriger le tir. L'adulte qui admet ses erreurs, bien sûr, c'est une bonne chose. Ou s'exercer à réagir autrement. Le travail de toute une vie. Mais dans le cas, la punition ne permettra pas à l'enfant d'apprendre à mieux faire ou réagir. Il ne fera qu'apprendre à ne pas être puni, ce qui n'implique pas la même logique. Prendre conscience de ses actes et de leurs conséquences n'est pas la même chose qu'éviter d'être pris. Dans une cantine, le règlement impose aux enfants de rester assis jusqu'à ce que les tables soient nettoyées, alors que l'individu préposé au nettoyage s'affaire table par table à la tâche indue, chiffon et pchit à la main. Une fille vide son verre d'eau sur la table et l'étale avec les serviettes en papier. Elle se fait gronder par l'animateur et est envoyée au coin. Elle n'a cependant pas compris l'objet de la punition. Son intention était de nettoyer sa table pour aller plus vite, aider au nettoyage pour que le groupe puisse se lever en fin de table. Pour la fillette, ce n'était pas une bêtise, c'est devenu une bêtise par le jugement de l'adulte. Même s'il est légitime de se demander si la bêtise n'est pas de demander l'immobilité et le silence à table des enfants qui ont continuellement des fourmis dans les chaussures et sont tout le temps en activité, ce n'est pas non plus que les enfants soient déraisonnables ou mal éduqués. Demander un peu à un groupe d'adultes matures et ayant une bonne éducation de rester immobile et silencieux à table pendant que le nettoyage se fait, il vous sera vite démontrer l'absurde de cette règle, comme quoi la bêtise n'est pas forcément du côté de l'enfant. Dans un centre de vacances d'un immense parc rempli d'arbres, un enfant de 11 ans grimpe au sommet du plus grand chêne. Alarme du côté de l'équipe d'animation, effroi du côté de la direction qui voit déjà ce petit étalé dans une mare de sang au pied du grand chêne. Cet enfant était moi, en colo, il y a bien longtemps, et alors que tout le monde poussait des cris... Salut. D'orfraie, je ne comprenais pas la raison d'une telle agitation. En effet, ayant grandi à côté d'une forêt à côté de laquelle mes parents et grands-parents ont grandi, j'aurais presque pu raconter la même histoire. J'ai appris en même temps que la marche, l'art de grimper aux arbres. À peine moins bon qu'un singe, je pouvais quand même m'enorgueillir d'une agilité et d'une expérience dans ce domaine. Peu commune à des citadins du genre de ceux qui,
composaient la foule en panique autour des racines. Alors oui, je n'ai pas respecté un certain nombre de règles, notamment l'interdiction de grimper au-delà de 3 mètres dans le cadre des ACM. Mais la question reste posée, est-ce une bêtise ou non ? Pour ma part, je n'en avais pas la sensation aussi à l'aise là-haut que sur le sol. J'ai quand même dû me résigner à descendre rapidement de mon perchoir et accompagner le directeur qui a appelé mes parents pour leur faire état de la situation. Devant la réponse de ton père, du coup, le curseur d'angoisse est descendu de pas mal de crans, mais il m'a fallu comprendre que ce serait interdit de grimper aux arbres, mais que je pourrais me reporter vers l'escalade encadrée et organisée par un professionnel. Je n'ai pas parlé ici des bagarres en cas de vol, d'insultes, des autres petites choses, mais on est là plutôt dans les situations qui dépassent le cadre de la bêtise. Mais parlant de bêtises, quand on sanctionne un acte, on se pose assez peu la question de ce qu'on sanctionne comme acte. Est-ce qu'il s'agit réellement de la bêtise ? Il nous faudrait, en tant qu'éducateur, peut-être développer autant de discours sur la bêtise, sur la sanction. Peut-être alors commettrions-nous alors moins de bêtises. Merci beaucoup, Eric et Déborah, pour la lecture. Oui, en fait, c'était un texte qui se pose la question de quand la plupart des parents, sur le premier exemple, la plupart des parents ou des animateurs, l'enfant qui casse le bol, on se pose pas la question de qu'est-ce qui s'est passé, on se pose la question de il fait chier, on a marre, on l'envoie au coin, quoi. Bon, il ramasse peut-être, et puis après il va au coin, et puis il va se prendre sa punition. Alors que oui, l'idée c'est surtout de dire que avant même de penser à la punition, faut peut-être que l'enfant il comprenne son geste, il comprenne qu'il a dépassé un certain nombre de limites, mais qui sont pas les limites de la loi, et que peut-être il y a d'autres solutions que de l'envoyer au coin pour qu'il comprenne, quoi. C'est ça. Ouais, voilà. Clairement. Mais c'est bien, ça m'a rappelé des beaux souvenirs. Alors, on va relire un passage d'une si longue lettre. Donc, vous l'aurez compris, c'est un roman épistolaire. Et là, il s'agit d'une lettre que Ramatoulaye, donc l'héroïne du roman, a envoyée à Daouda Dieng. Donc, Daouda, c'est son ancien ami qui a voulu la prendre comme deuxième femme à la suite du décès de son mari. Et voilà, donc sa réponse dans la lettre que Ingrid va nous lire. Daouda, tu poursuis une femme qui est restée la même. Daouda, malgré les ravages intenses de la souffrance. Toi qui m'as aimé, toi qui m'aimes encore, je n'en doute pas. Essaie de me comprendre. Je n'ai pas l'élasticité de conscience nécessaire pour accepter d'être ton épouse, alors que seule l'estime justifiée par tes nombreuses qualités, me tend vers toi. Je ne peux t'offrir rien d'autre alors que tu mérites tout. L'estime ne peut justifier une vie conjugale dont tu connais tous les pièges pour avoir fait ma propre expérience. Et puis, l'existence de ta femme et de tes enfants complique encore la situation. Abandonné hier par le fait d'une femme, je ne peux allégrer m'introduire entre toi et ta famille. Tu crois simplement le problème polygamique. Ceux qui s'y mouvent connaissent des contraintes, des mensonges, des injustices qui alourdissent leur conscience par la joie éphémère d'un changement. Je suis sûre que l'amour est ton mobile, un amour qui exista bien avant ton mariage et que le destin n'a pas comblé. C'est avec une tristesse infinie et des larmes aux yeux que je t'offre mon amitié. Accepte-la, cher Daouda. C'est avec plaisir que je t'accueille dans ma maison. À bientôt, n'est-ce pas? Merci. Ramatoulaye. Merci Ingrid. De rien, belle lettre, hein? Pour dire non gentiment. Ouais. Alors, Eric, tu as autre chose à nous proposer? Comme ça Oui. Vous voulez encore entendre un petit truc? Ouais, j'ai bien d'autres trucs à vous proposer. Faut que je retrouve le... Oui, je vais vous parler d'un truc là, d'une bande dessinée.
une bande dessinée de Reinhard Kleist. Alors, c'est le sous-titre de cette bande dessinée. La bande dessinée s'appelle Rêve d'Olympe. Et le sous-titre, c'est Le destin de Samia Youssouf Omar. Alors, 2008, Jeux Olympiques de Pékin, Samia Youssouf Omar, une athlète somalienne de 17 ans, peine à dépasser les éliminatoires de sa discipline et finit ses courses à bout de force. Pourtant, course après course, elle ira jusqu'au bout de ce qu'elle peut donner et plus encore. Elle ne gagne aucune médaille, mais touche le cœur du public par son engagement et sa volonté qui force l'admiration de tous et de toutes. Bien qu'à la traîne des autres athlètes, cette expérience, loin d'être un échec, ouvre de belles perspectives. Une carrière d'athlète internationale devient possible, ce qui permettrait à la famille de Samia de vivre décemment. C'est décidé, elle va s'entraîner pour participer au JO de Londres. Seule ombre au tableau, le mouvement religieux radical Al-Shabaab ne permet pas aux femmes de circuler seules en ville, alors pratiquer une activité indépendante. Alors poursuivre une carrière olympique en Somalie se révèle encore plus dangereux. Les miliciens se montrent de plus en plus oppressants envers elle, allant jusqu'à la menacer de mort ou de menacer sa famille, sa mère, ses nièces, après avoir tenté sa chance auprès des autorités pour obtenir le droit de concourir et de s'entraîner avec l'équipe officielle de Somalie. Elle se retrouve obligée de concevoir un projet totalement insensé avec une de ses tantes. Elle tente la traversée du désert pour rejoindre le port de Tripoli en Libye, dans la Libye d'après le printemps arabe, et de là, elle veut traverser la Méditerranée pour atteindre l'Italie et s'entraîner là-bas. Le temps presse avant les JO de Londres. Commence alors une incroyable odyssée, aux mains de passeurs peu scrupuleux qui n'ont de cesse de réclamer un paiement déjà effectué, trouvant sur sa route des soldats, des douaniers, des policiers qui n'ont pour seul moteur que la corruption, qui n'ont pour seul objectif que d'obtenir des billets verts des mains des candidats ou des candidates à l'exil. Un périple partagé par des centaines de compatriotes. Une route désertique empruntée soit dans un conteneur métallique, ou alors agglutinée sur le toit d'une improbable carcasse de voiture, à peine en mesure de rouler dans le désert. Un tel équipage ne s'arrête pas, même pour le voyageur tombé par mégarde. Bref, une éprouvante aventure faite de larmes, de sueur et de poussière qui trouvera une fin dramatique sur un radeau en Méditerranée. Il suffit de taper le nom de Samia Youssouf Omar dans un moteur de recherche pour connaître son destin tragique, disparu en Méditerranée selon la formule consacrée. C'est une histoire que nous raconte Reinhard Kleist, un des meilleurs auteurs de romans graphiques en Europe. Cette BD est le résultat d'un an d'enquête, d'interviews, de travail pour raconter cette histoire et rendre hommage à cet athlète ainsi que celles et ceux qui ont tenté ce même voyage. Rêve d'Olympe est une BD éditée par la Boîte à Bulles et soutenue par l'association France Terre d'Asile. Ce livre donnera à voir un peu la terrifiante réalité qui se cache derrière l'anathème incroyable périple diffusé par les journalistes relatant mollement des drames vécus par les migrants qui échouent à bout de souffle sur nos plages, pour les plus chanceux. Voilà. Donc à lire absolument, c'est vraiment une très très bonne bande dessinée qui donne beaucoup de choses. Merci beaucoup, Eric. Alors, Déborah a quelque chose à partager. Je voulais juste mettre en avant un blog littéraire que vous trouvez sur Facebook ou Instagram. Ça s'appelle Les Indécises. C'est plutôt très intéressant. En fait, c'est deux jeunes filles qui ont créé ça. Et en fait, elles vous proposent leur coup de cœur, leur coup de grogne, les actualités littéraires et des liens vers leurs articles donc sur le blog. Donc, elles vous proposent des livres engagés, des BD, des choses. Enfin, c'est super intéressant ce qu'elles mettent en avant. Voilà, elles ont une petite page Facebook, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur Les Indécises. Elles ont pas mal de choses à vous faire découvrir. Parfait. Des petites choses à dire, des petites infos, un calendrier. Alors, si peut-être on peut dire quand même que d'ici le 1er avril au CRE, on va continuer les ateliers aussi sur les assises qu'on avait lancées il y a quelque temps. Sur la place de l'étranger dans la cité. Voilà. Alors on a 4 thématiques d'ateliers. Donc le premier c'est Eric.
Le premier, c'est grosso modo démocratie. Enfin, comment être citoyen, quelle que soit notre origine et quelle que soit notre culture. Et qu'est-ce que notre culture peut amener à la citoyenneté et à la société même de manière générale. Voilà. Donc, et dans l'atelier 2, c'est l'évolution et la redéfinition du CRE. Donc, on va repenser l'instance. Et le troisième sur un tiers-lieu qui serait un tiers-lieu de une maison des peuples ou un truc des comme citoyens, ça. Ouais. Voilà, des peuples, des citoyens qui permettraient de partager, d'échanger aussi. Et le quatrième, c'est sur la place de la femme étrangère dans la cité. Voilà. Donc, les réflexions auront lieu donc à partir de la première semaine d'avril jusqu'en fin juin. Et vous êtes toutes et tous invités. En fait, c'est des réunions publiques. Et donc, prochainement, un communiqué de presse va vous informer donc des dates de la tenue de ces réunions et des lieux également. Donc, vous êtes toutes et tous cordialement invités à y participer. À surveiller les DNA, prochainement. Les DNA rue 89. Ouais, et le magazine de la ville. Voilà. Et comme ça, vous serez informés de notre activité aussi. Voilà, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure pour de Strasbourg et d'ailleurs. Alors tout de suite, nos amis d'Africa Move.